Fidèles téléspectateurs, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui encore pour ce quatrième numéro de votre émission Environnement et droit. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Merci à l'équipe technique qui nous permet d'arriver chez vous et passer un petit moment avec vous d'échange sur la législation congolaise en matière de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, avec mon invité sur ce plateau, nous allons aborder un sujet qui est en même temps un sujet d'actualité, mais qui cadre avec notre thématique. C'est donc la protection de l'environnement. Mais aujourd'hui, nous mettons un peu l'accent sur la forêt. Et notre sujet du jour, c'est en quoi les concessions de TradeLink énervent-elles la loi congolaise? Vous comprenez que c'est une question à laquelle nous allons essayer de trouver la réponse avec l'invité qui est déjà avec moi sur ce plateau. Lui, ce maître Augustin Mpoyi, il est directeur exécutif de CODELT, Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité. C'est une ONG qui milite depuis plusieurs années pour la protection de l'environnement dans notre pays. Nous sommes très heureux de le recevoir aujourd'hui. Maître Augustin, bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Voilà, avec vous, nous allons tenter de répondre, comme je l'ai dit. Donc vous allez répondre à cette question que nous avons posée. Plusieurs ONG, dont la vôtre, vous insurgez contre l'attribution d'un certain nombre d'hectares à des concessions forestières à une entreprise. Alors, j'aimerais que d'entrée de jeu, vous puissiez d'abord dire un petit mot sur votre organisation. C'est quoi CODELT? Vous faites quoi exactement pour que les téléspectateurs qui vous suivent soient fixés sur la personne qui est devant eux? Voilà, vous m'avez déjà présenté. Je réponds au nom d'Augustin Mpoyi Mbunga. Je ne suis plus le directeur exécutif de CODELT. Je suis aujourd'hui le conseiller technique principal. J'ai été directeur exécutif pendant 10 ans et après j'ai cédé mes fonctions à André Kachikisha qui est aujourd'hui le directeur exécutif de CODELT. Moi je viens en appui aujourd'hui à CODELT tout en travaillant sur d'autres dossiers, sur d'autres processus. Alors CODELT c'est une organisation non gouvernementale de droit congolais qui est spécialisée dans les politiques publiques, les lois qui touchent à l'environnement et gestion des ressources naturelles. Voilà, depuis presque 15 ans, nous sommes présents sur le terrain en train de contribuer aux différents processus de réforme qui touchent au secteur de l'environnement, ressources naturelles. Et nous essayons également de faire le monitoring de la gouvernance dans ces secteurs-là, pour essayer de voir où sont les manquements, comment il faut mettre fin à tous ces manquements et arriver à un système de gouvernance environnementale, de gouvernance des ressources naturelles qui soit responsable et qui profite à la République, à la nation, aux provinces, aux entités territoriales décentralisées, à la population. Oui. Voilà. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris. C'est quoi CODELT, sa mission, ses objectifs et ce qu'elle est en train de faire dans le paysage environnemental de notre pays. Un grand travail. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et bonne continuation. J'espère que les intimidations ne vont pas vous arrêter. Pas du tout. Très bien. Voilà, nous allons maintenant aborder notre sujet. Je l'ai dit, en quoi les concessions des TradeLink énervent la loi congolaise. Parce que les défenseurs de l'environnement, vous êtes montés au créneau. C'est-à-dire que quelque part, il y a des dispositions légales qui sont énervées par cette attribution des concessions par le ministre sortant de l'Environnement. Mais bien avant d'entrer en profondeur ou aller plus loin, je souhaiterais que vous puissiez faire un petit rappel des faits. Où est-ce qu'on est parti avec ce dossier pour en arriver à ce qu'aujourd'hui, ce soit les ONG qui dénoncent? Bon, d'abord, vous allez m'excuser de revenir sur la présentation des CODELT parce que je vois que vous avez exposé les codes verts. Ça, c'est un travail, un produit des CODELT, c'est une marque des CODELT. C'est une compilation de tous les textes de la RDC qui touchent au secteur de l'environnement et gestion des ressources naturelles. Alors là, c'est le tome 1 des codes verts.
qui se rapportent uniquement au secteur forestier. Et là, nous avons fait un effort de rassembler tous ces textes-là. Vous avez non seulement le code forestier lui-même, il y a également tous les textes d'application qui ont été pris sous forme soit de décrets, d'arrêtés interministériels ou d'arrêtés du ministre en charge des forêts qui sont compilés et nous les avons présentés dans un ordre thématique. Il y en a une dizaine avec un certain nombre de conventions internationales qui touchent également au secteur forestier et que nous avons compilé et mis dans ce volume. Nous sommes très heureux de dire au public que c'est devenu le principal texte, source d'information. Moi, j'aimerais d'ailleurs dire que c'est la Bible de cette émission en ce qui concerne la forêt, oui. Très bien, j'allais le dire. Là, vous avez pratiquement anticipé sur ce que j'allais dire sur certaines de vos réalisations à ma connaissance. Donc, on a déjà eu à présenter ce document et c'est quand même bien que vous-même, en tant que producteur, vous puissiez dire un mot là-dessus. Alors, revenons à la question que je vous ai posée. Que s'est-il passé? Quand, comment, où et pourquoi nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui? Voilà. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les forêts ont une importance majeure, pas seulement pour la RDC, mais pour l'humanité tout entière. Il n'y aurait pas de vie sur la planète Terre s'il n'y a pas de forêt. Et donc, nous avons intérêt à préserver les forêts pour nous-mêmes, mais également pour les générations futures. Alors, au niveau de la RDC, pour pouvoir répondre aux besoins de la protection des forêts, la RDC a adopté le code forestier, c'était en 2002. C'est un instrument au service de la politique du pays en matière de forêt. C'est l'instrument régulateur de l'administration des forêts et tout ce qui est appelé à être fait dans le secteur forestier doit se conformer aux dispositions impératives de ce texte. Alors, en ce qui concerne le problème que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, il y a une procédure qui est prévue pour pouvoir attribuer des forêts et quelle que soit l'affectation qui est faite. Si le gouvernement veut affecter les forêts à la conservation en créant des forêts classées, il y a une procédure prévue par rapport à ça. Si le gouvernement voudrait affecter une portion du domaine forestier à l'exploitation industrielle du bois d'œuvre, il y a une procédure spécifique qui est prévue. Si le gouvernement veut affecter les forêts aux concessions des communautés locales, il y a une procédure particulière prévue pour les forêts des communautés locales. Et si le gouvernement veut affecter les forêts pour la conservation, à travers le concept de concession de conservation, il y a une procédure particulière prévue également pour cette concession. Et là, dans le cadre de le sujet que nous abordons aujourd'hui, nous parlons des 6 concessions de conservation qui ont été dernièrement attribuées par le ministre sortant de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, et qui justement énervent les dispositions impératives du Code forestier et des mesures d'application du Code. Et nous, en tant qu'acteurs dans ce secteur, nous avons inscrit dans notre statut de travailler pour le renforcement de la légalité dans les secteurs d'extraction des ressources naturelles. Parce que nous sommes scandalisés par le contraste qui a toujours été mis en avant d'un pays immensement riche qui a autant de potentialités, mais dont les richesses n'arrivent pas à se traduire concrètement dans la vie des Congolais. Et l'une des raisons, c'est qu'on ne fait pas valoir le droit. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'état de droit. Le président de la République a centré son action autour de l'état de droit. Et l'état de droit, ce n'est pas seulement en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie où il faut réclamer des élections qui doivent absolument se tenir en 2023, nous sommes d'accord. Mais l'état des droits, c'est également dans chaque secteur de la vie nationale. Et ici, nous sommes dans un secteur vital qui est le secteur des forêts. Nous nous attendons à ce qu'il y ait également état de droit dans ce secteur. Voilà pourquoi nous travaillons pour le renforcement de la légalité environnementale.
Alors, maintenant, nous sommes tombés sur ces contrats de concession, de conservation. Qui sont attribués à qui Qui exactement? sont attribués à un opérateur, une entreprise dénommée TrideLink, que nous ne connaissons pas. J'ai vu que Greenpeace dernièrement a publié un communiqué de presse où ils essayent d'épingler qui sont derrière TrideLink, quel est l'actionnaire majoritaire, dans quel secteur il a travaillé jusqu'à présent, de quelle nationalité il est. Nous avons appris qu'il est de nationalité belge. Bon, bref, ici, c'est à cet opérateur que le ministre a attribué les 6 contrats de concession forestière de conservation. Alors, ce qu'il faut dire d'abord... Ça remonte à quand, cette attribution? L'attribution remonte de 2020. Je crois que je n'ai pas retenu la date, mais ça doit être probablement vers le mois d'octobre, si je ne me trompe pas, mais c'est à vérifier. Donc juste avant la sortie de M. Nyamugabo du gouvernement? Avant son départ du gouvernement. Alors, le premier constat, c'est qu'ils n'ont pas été publiés au journal officiel, alors qu'il y a obligation à publier tous les contrats qui sont attribués sur les ressources naturelles, à les publier au journal officiel. Alors, le deuxième problème que nous avons eu, c'est que en analysant ces contrats, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas été respectueux de la légalité dans le secteur des forêts. On va arriver à la légalité. Je vous arrête un petit peu pour vous demander, est-ce que pendant l'attribution, Codelt et toutes les autres ONG qui crient aujourd'hui, vous étiez informés ou vous avez été surpris d'apprendre qu'il y a eu cette attribution de ces concessions-là? Je pourrais peut-être vous surprendre pour dire que non seulement nous n'avons pas été informés, mais même certaines administrations techniques du ministère de l'Environnement sont parfois surpris. Nous sommes de temps en temps en contact avec les agents de ce ministère. Nous nous rencontrons dans les ateliers, nous essayons de discuter d'un certain nombre de questions, mais je peux vous surprendre pour vous montrer que même eux, ils ont été parfois surpris de voir qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau du cabinet et dont ils ne sont pas informés alors qu'ils sont services techniques. Alors, lorsque vous avez appris cette nouvelle, cette violation des dispositions légales par l'attribution des concessions à TrideLink, quelle a été votre première démarche? Vous avez été voir le ministre, vous êtes allé directement dans le média. Quelle approche avez-vous utilisée pour arriver à peut-être le ramener sur la bonne voie? Bon, alors, d'abord, il faut dire qu'on a découvert ces concessions après son départ. Il n'était plus là. Mais il faut aussi dire qu'à propos du ministre sortant, Claude Nyamugabo, que d'abord, nous n'avons pas de problème particulier avec le ministre Claude Nyamugabo. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Alors, quand on est ministre, on est dans une position d'influence. On est dans une position de décision. Et ces décisions sont de nature à affecter la vie d'un plus grand nombre, si pas la vie de toute la nation. Donc, à ce niveau de responsabilité, il faut s'attendre à être sanctionné positivement ou négativement. Positivement, lorsque vous menez une action très positive qui sort de l'ordinaire, la population, nous sommes là, surtout nous qui sommes dans le secteur, on va applaudir et on va accompagner un ministre qui affiche la bonne volonté, qui affiche une démarche responsable. Nous l'accompagnons, nous l'appuyons et nous l'accompagnons. Mais lorsque le ministre, au plus haut niveau qu'il est, commet des actes, pas un acte isolé, mais une succession d'actes qui violent les lois de la République, qui portent atteinte à l'intérêt général, à l'intérêt des générations d'aujourd'hui et des générations de demain, je pense que nous ne pouvons pas nous taire. Et là, pour ce cas ici, comme c'était une troisième vague, on parle aujourd'hui de troisième vague de coronavirus, mais nous, dans le secteur des forêts, c'est une troisième vague des concessions forestières qu'il a illégalement attribuées. Laissez-moi vous rappeler que rien que durant l'année 2020, M. Claude Nyamugabo a attribué à peu près au-delà de 4 millions d'hectares de forêts en toute illégalité. Vous comprenez? Et donc, pour cette troisième vague, on n'a pas estimé nécessaire de le voir parce qu'il n'était plus là.
alors que dans les premières concessions qu'il avait mal attribuées, nous l'avons vu à 2 reprises, on a discuté, on a essayé de lui montrer que les concessions qu'il avait attribuées ne rentraient pas dans la norme, dans les procédures prévues, mais on n'a pas réussi à lui faire entendre raison. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des recours qui sont pendants devant le Conseil d'État et que d'autres sont en train d'être préparés. Je pense que très bientôt, par rapport à ces concessions de conservation, si on n'a pas reçu de suite, nous serons portés également à aller devant le Conseil d'État. Voilà. Alors là, je vais vous poser une question directe pour que vous répondiez selon votre avis personnel. Bien que vous venez de dire tantôt, vous n'avez pas un problème personnel avec votre collègue, Maître Nyamugabo. Nyamugabo, je rappelle qu'il est juriste lui aussi, tout comme vous. Est-ce qu'il a agi par ignorance de la loi? Est-ce par pression extérieure ou est-ce parce qu'il voulait tout simplement s'enrichir très vite, illicitement, peu importe ce qui viendra après? Alors, je pense que comme on est dans la répétition des cas, nous ne pouvons pas lui prêter la bonne foi, qu'il s'est trompé. Il est juriste, mais au-delà d'être juriste, il est avocat. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire qu'il a agi par erreur, au-delà du fait que les ministres sont autorisés légalement, constitutionnellement, à s'entourer des conseillers. Il est censé avoir des conseillers juridiques, des conseillers en charge des forêts qui le conseillent avant de prendre des décisions. Et puis, il est entouré des parties prenantes qui sont dans le secteur longtemps avant lui. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de gestion participative du secteur. Quand un ministre entre en fonction, et on commence à le voir fréquemment, après avoir parlé avec son administration, je les vois souvent appeler aussi les parties prenantes du secteur, discuter avec eux pour essayer d'avoir une compréhension plus large du secteur qui lui est attribué et avoir des actions qui essayent de répondre aux vrais enjeux, aux vrais besoins du secteur et qui soient menées en adéquation avec toutes les parties prenantes du secteur. Et donc, nous ne pouvons pas lui prêter la bonne foi parce que nous l'avons rencontré à 2 reprises. Les questions de légalité sont des questions que nous avons mises sur la table avec lui. Nous avons montré que les actions qu'il avait posées n'étaient pas légales. On n'a rien reçu en termes de contradiction. Rien du tout. Il nous a écoutés, il nous a dit, bon, d'accord, mais pour l'instant, je ne peux pas retirer ces concessions, mais je peux m'engager. Comme il y a une perspective de revue légale des anciens titres forestiers, je vais devoir me soumettre aux conclusions du cabinet qui va travailler sur la revue de ces concessions. Bon, nous on savait que ça allait prendre du temps, le temps de recruter le cabinet et tout ça. Nous étions exposés à perdre les délais pour pouvoir agir. Et donc, on ne l'a pas suivi en cela et nous avons dû poser des actions qui s'inscrivent dans la démarche de faire annuler ces concessions. Donc, M. Claude Nyamugabo n'a pas été de bonne foi, il n'a pas agi par erreur, il a peut-être agi sous pression, ça on peut comprendre, qui est pression des opérateurs économiques véreux qui sont prêts à faire de l'argent coûte que coûte, quels que soient les moyens. Je pense qu'il a fermé les yeux par rapport à des éléments fondamentaux sur lesquels il aurait pu être regardant en tant que premier responsable du secteur des forêts. Bien, fidèles téléspectateurs, nous évoluons. Vous avez compris qu'il s'agit d'un problème très sérieux, des concessions forestières attribuées de manière illégale par le ministre sortant Claude Nyamugabo qui était au ministère de l'Environnement. Les ONG sont énervés parce que c'est lui qui devait être le tout premier des Congolais à protéger l'environnement, mais on se rend compte que d'une manière illicite, il a attribué plusieurs millions d'hectares de forêts à des concessionnaires sans respecter
le code forestier, et vous parlez aussi du moratoire, on va peut-être en arriver, mais la loi qui devait être respectée scrupuleusement, c'est le code forestier, parce que c'est lui qui englobe toutes les dispositions légales à suivre dans... Tout à fait. Il y a le code forestier, mais également, j'ai parlé d'un décret qui fixe la procédure d'attribution des concessions de conservation. Voyez? Et là, le code a posé le principe, mais les détails en termes de règles spécifiques d'attribution, c'est ce décret qui les a institués, et nullement il n'a respecté les conditions qui sont prévues pour attribuer les concessions de conservation. Où se situent ces millions d'hectares que M. Nyamugabo a attribués aux concessionnaires? C'est exactement dans quel... Pour le cas qui est sous discussion, les 6 concessions de conservation, il y en a 4, je crois, pour la province de Chuapa et 2 autres dans la province de la Chopo. Donc ça fait un total d'à peu près 1,400 000 hectares, 400 000 hectares attribués à une seule entreprise. Pourtant, ce n'est pas ce que dit la loi, nous allons le voir. Je le disais tantôt, c'est le code forestier qui régit les forêts, et dans son titre 2, là on parle des statuts qui classifient les forêts donc en 3 catégories. J'aimerais peut-être que vous puissiez revenir rapidement sur cette classification des forêts, et comme ça nous allons voir progressivement en ouvrant les codes verts, principalement sur le code forestier, quels sont les articles de cette loi que M. Nyamugabo n'a pas respecté, et quels sont les articles de cette loi qui prévoient peut-être les sanctions que monsieur peut encourir. Quelques mots sur la classification des forêts. Ok, alors je ne vais pas peut-être reprendre les définitions qu'il y a dans le code forestier. C'est des définitions assez techniques, et là nous sommes face à une émission destinée au public. Il faut expliquer les choses de la manière la plus simple. Alors, il y a 3 catégories de forêts qui sont instituées par le code forestier. Vous avez les forêts de production permanente, les forêts classées et les forêts protégées. Alors, les forêts classées sont des forêts qui sont destinées à la conservation, où il y a des restrictions en termes de droits d'accès, de droits d'exploitation. C'est des forêts qui ne peuvent pas être affectées à l'exploitation. C'est des forêts qui sont destinées à être conservées parce que les forêts sont importantes, elles stockent le carbone, elles permettent de réguler le climat, et donc le gouvernement peut décider de circonscrire une portion du domaine des forêts et les destiner à la conservation, et on leur donne un statut de domaine public. Et là, elles sont hors commerce, elles ne peuvent pas être attribuées pour l'exploitation. Donc c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les forêts qui sont destinées à l'exploitation industrielle du bois d'œuvre. C'est ce qu'on appelle les forêts de production permanente. C'est des forêts qui sont déjà soit mises sous le marché, sous forme de concessions forestières, ou qui sont extraites des forêts protégées pour plus tard être affectées à l'exploitation industrielle du bois d'œuvre. Alors, les forêts protégées maintenant, c'est le reste. C'est-à-dire c'est l'ensemble des forêts qui d'une part, n'ont pas été affectées à la conservation, et d'autre part, n'ont pas été affectées à l'exploitation industrielle du bois d'œuvre. C'est une sorte de réserve nationale. Alors, les forêts protégées et les forêts de production permanente, les 2 catégories relèvent du domaine privé de l'État, alors que les forêts classées relèvent du domaine public de l'État. Donc voilà en peu de mots comment je peux définir la classification des forêts. Alors il faut peut-être apporter une précision. Les forêts des communautés locales sont des forêts qui se trouvent dans la catégorie des forêts protégées de l'État. Et donc voilà, les forêts protégées, c'est une masse disponible de forêts qui peut recevoir plusieurs types d'affectations, y compris des affectations non forestières. On peut, dans les forêts protégées, faire l'exploitation minière si il s'avère qu'après les inventaires qui ont été menés, on trouve que dans une portion de forêt protégée, il y a un gisement minier. À travers l'aménagement du territoire, on peut arriver à faire des arbitrages et à décider que
une forêt bien délimitée peut être destinée à l'exploitation minière ou à l'extraction des hydrocarbures. Voilà, il y a plusieurs types d'usages qui peuvent être, qui sont possibles dans la catégorie dite forêt protégée de l'État. Voilà. Dans la catégorie des forêts protégées, on peut citer aussi les parcs, les eaux, les réserves naturelles, tout ce qui est... Tout ce qui est aire protégée dans le domaine forestier, c'est dans la catégorie dite forêt classée. Voilà. Donc les forêts classées, ce sont des aires protégées, mais qui sont régies par le code forestier. Parce qu'il y a des aires protégées qui sont régies par la loi sur la conservation de la nature, mais étant donné que les forêts classées sont une catégorie à part, instituée par une législation sectorielle spécifique, elles seront régies par une procédure particulière, celle prévue dans le cadre du régime forestier. Si les administrations du ministère de l'Environnement ont été surprises d'apprendre qu'il y a eu attribution des concessions, je me pose la question, qu'en est-il pour les communautés locales vivant dans ces forêts qui ont été attribuées? Mettre un mot là-dessus. Est-ce que vous avez contacté ces communautés? Quelle a été leur réaction? Bon, la première, avant d'arriver au niveau des communautés, c'est que parmi les conditions pour attribuer une concession de conservation, il y a l'enquête publique qui est menée dans la zone concernée. Et l'enquête publique, c'est un outil qui permet d'informer les populations sur ce que le gouvernement entend faire des forêts qui relèvent de leurs droits coutumiers. Vous voyez? Donc l'enquête publique, c'est un instrument d'information, mais également c'est un instrument qui permet d'obtenir la réaction de ces gens sur une décision qui est envisagée et qui est appelée à avoir des incidences sur leur cadre de vie, sur les forêts sur lesquelles ils ont des droits coutumiers, bien sûr, mais qui sont garantis à la fois par la Constitution et par le Code forestier. Donc il y a un devoir de les informer, un devoir de recueillir leurs observations, de recueillir leurs besoins pour savoir quels sont leurs besoins pour que ces besoins soient pris en compte dans la décision qui est envisagée d'attribuer pour la conservation. Et nous avons vérifié dans le dossier, il n'y a aucune trace que l'enquête publique a été menée. Et la trace d'une enquête publique, quand elle a été menée, c'est le rapport de clôture de l'enquête publique assorti des procès-verbaux qui ont fait l'objet, qui traduisent ou qui consignent par écrit les éléments qui découlent de l'enquête publique. Et s'il y a par exemple des redevances coutumières qui ont été acquittées, s'il y a eu des compensations qui ont été consenties aux communautés locales, tout cela est traduit dans les procès-verbaux et rendu dans le rapport qui clôture l'enquête publique. Il n'y en a pas eu dans le dossier. Et un autre élément qu'il faut également mentionner, c'est qu'il y a toujours un accord à conclure. Après l'enquête publique, il y a un accord qui est passé en bonne et due forme entre le concessionnaire et la communauté locale. Et sur la base de l'enquête, plutôt de l'accord qui est conclu, le dossier progresse jusqu'à avoir le projet de contrat de concession qui va être soumis à la signature du ministre. Alors, toutes ces étapes n'ont pas été, il n'y a pas eu de traces. Et d'ailleurs, dans la procédure, dans le déroulement de la procédure, il est également prévu que lorsque le ministre commence à conduire cette procédure-là, il y a une séance de travail formelle qui soit tenue et qui se conclut également par un procès-verbal qui est signé. Et à l'occasion de ces séances de travail, il y a un délégué des communautés locales concernées par les forêts qui sont envisagées pour être attribuées, mais on n'a pas vu de trace d'un tel procès-verbal dans le dossier. Donc, ce qui montre que sur toute la ligne, la procédure prévue pour l'attribution des concessions n'a pas été respectée. Je voudrais revenir sur une autre condition importante qui est prévue, c'est le prix de la concession. Il y a un arrêté qui doit être pris et qui fixe le prix, et cet arrêté doit avoir au préalable été publié au journal officiel. Nous n'avons pas trouvé des traces de ces éléments substantiels de procédure dans le dossier d'attribution de ces concessions. Donc voilà pourquoi
Nous avons pris soin, après cela, après avoir observé tous ces éléments d'illégalité, nous avons saisi l'actuel vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, S. Bazaïba, en recours gracieux, où nous avons clairement expliqué en quoi cet arrêté a violé le code forestier et les dispositions impératives de ce décret. On va arriver à l'objectif poursuivi par votre démarche, mais j'aimerais qu'on lise quand même le texte parce que cette émission est pédagogique, vous le savez. Les téléspectateurs qui nous suivent, tous ne sont pas juristes comme vous. Il faut leur donner certaines références de la loi. J'aimerais qu'on lise l'article 92 ou l'article 92 du code forestier qui dit « Le contrat des concessions est signé pour le compte de l'État par le ministre. » Ici, c'est le ministre de l'Environnement. L'alinéa 2 dit ceci. Le contrat est approuvé par décret du président de la République lorsque là où les concessions à concéder dépassent une superficie totale de 300 000 hectares. À l'alinéa 3, il est approuvé par une loi lorsque la superficie totale à concéder est supérieure à 400 000 hectares. L'alinéa 5, sous réserve des droits acquis, il ne peut être concédé à une même personne, en un seul ou plusieurs tenants, des forêts d'une superficie totale supérieure à 500 000 hectares. C'est cette dernière alinéa qui vous énerve le plus, mais au début, on dit quand même que c'est le ministre qui a le pouvoir de signer. Mais en quoi a-t-il violé la loi, maître? Parce que ceux qui nous suivent auront peut-être du mal à comprendre. La loi lui donne le pouvoir de signer, mais vous lui dites qu'il ne devrait pas signer. Mais nous n'avons pas mis en cause ses prérogatives en tant que ministre d'engager la République à travers un contrat de concession forestière. Non, le problème n'est pas là. Ce pouvoir qui lui sont attribués sont assortis d'un certain nombre de conditions à respecter. Vous venez de décliner ces conditions. Lorsque la superficie, le maximum de superficie que le ministre peut, de sa propre initiative, attribuer est de 300 000 hectares. Au-delà de 300 000 hectares, il y a des conditions qui sont prévues. Il doit, il y a un décret du président de la République à partir des 400 000. Il doit obtenir un décret aujourd'hui, ce serait le Premier ministre, ce n'est pas le président de la République. Et au-delà disons jusqu'à 500 000 hectares, il faut une autorisation du Parlement. Je suppose là que c'est les deux chambres réunies qui doivent autoriser le ministre à attribuer 500 000 hectares à une seule entreprise, en un seul ou en plusieurs tenants. Mais là, et c'est pour la troisième fois, dans le courant de la même année, et après qu'on l'ait vu et qu'on lui ait expliqué que le maximum prévu par le code forestier pour attribuer à une seule entreprise est de 500 000 hectares. La première fois, il avait attribué presque 1 800 000 hectares à un même opérateur. Nous le lui avons fait savoir. On l'a vu, on a discuté, on lui a dit voilà le maximum prévu. Mais quelques mois après, il a encore attribué plus de 500 000 hectares. Et la dernière vague, je ne sais pas si on va découvrir encore d'autres, parce qu'il n'est plus là. La troisième vague, on trouve qu'il a attribué à peu près 1 400 000 hectares. Vous comprenez, on est presque au triple du maximum qui est autorisé à un ministre de pouvoir attribuer. Encore que 500 000 hectares, il faut une autorisation du Parlement. Mais là, il a attribué 1 400 000 hectares, on est presque au triple. Vous comprenez que nous ne pouvons pas, comme je le disais à un certain moment, on ne peut pas lui prêter la bonne foi, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé, non. Ici, il y a ce qu'on appelle le dol, une intention délibérée de violer la loi dans son chef. Il ne s'agit pas de l'acharnement, non. Nous essayons de faire valoir la légalité dans ce pays. Et si on laisse passer une occasion comme celle-ci qu'on a, où on a un nouveau président de la République qui ne cesse de parler de l'état de droit, et nous l'interpellons d'ailleurs du reste, qu'il y a ici des actes qui portent atteinte à la Constitution, aux lois de la République, et il faut qu'il s'implique pour pouvoir y mettre fin, étant donné que l'état de droit, c'est également là, de respecter la loi, de respecter les conditions, les procédures qui sont prévues et qui sont appelées à garantir l'intérêt général, qui sont appelées à garantir le bien commun. Vous voyez ?
C'est le sens de notre action, de soutenir la légalité dans ce pays, de faire en sorte que tout le monde, citoyen comme autorité publique, soit soumis aux lois de la République. Voilà. Le sens de votre action, vous le tirez du Code forestier à l'article 134. Je vais lire ça à l'intention de nos téléspectateurs. Il est dit ceci à cet article: les associations représentatives des communautés locales et les organisations non gouvernementales nationales agréées et contribuant à la réalisation de la politique gouvernementale en matière environnementale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et des mesures d'exécution ou une atteinte selon les accords des conventions internationaux ratifiées par la République démocratique du Congo en causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Donc c'est là que vous tirez la légalité de votre action, de pouvoir demander des explications ou demander des comptes à M. Nyamugabo ou à demander à son successeur de pouvoir retirer carrément l'attribution de ces concessions. Voilà, on appelle ça en droit ce qui nous donne la qualité d'agir et qui justifie notre intérêt à agir. Parce que vous savez que l'intérêt général de façon globale en matière de justice, l'intérêt général est représenté par le ministère public. C'est lui qui défend l'ordre public, c'est lui qui défend l'intérêt général, qui soutient l'accusation devant le tribunal après avoir rassemblé les preuves à l'occasion d'une enquête. Donc aujourd'hui, nous sommes en procès devant le Conseil d'État avec le ministère de l'Environnement, à l'époque représenté par M. Claude Nyamugabo. Nous avons vu l'argumentaire qui est développé par ses avocats, c'est de nous dénier la qualité et l'intérêt à agir sur une question qui aurait pu peut-être, d'après eux, être défendue par le ministère public. Ils disent qu'on n'a pas qualité de saisir le Conseil d'État parce que rien ne nous fonde à le faire. Alors, il y a là, vous venez de lire une disposition assez claire qui parle de l'intérêt collectif. Aujourd'hui, la question d'intérêt est analysée autrement au niveau du droit international, je peux même dire au niveau du droit comparé. Vous voyez, l'intérêt n'est plus en matière environnementale personnel et direct. Parce qu'on parle là de l'intérêt collectif. Collectif, c'est-à-dire que il y a comment je vais dire, des questions qui relèvent de l'intérêt d'un plus grand nombre de personnes. Parfois des personnes qui n'existent pas encore aujourd'hui et qui vont exister demain. Après plusieurs années. C'est comme ça qu'on appelle les générations futures. Donc, en matière environnementale, il y a une sorte d'exception qui commence à être affirmée et qui est même affirmée par les autres États. Nous l'avons vu aux Philippines. Il y a des éléments de jurisprudence qui sont tirés de l'Amérique latine. Il y a un certain nombre de pays, le Brésil, le Chili, les pays comme le Pérou. Vous avez également certains pays européens qui ont fini par admettre que l'environnement, étant donné que sur la question environnementale, il y a l'intérêt des générations présentes et à venir, toute personne, et c'est la Constitution qui le dit d'ailleurs, a le devoir de défendre l'environnement. Vous voyez, lorsqu'on dit toute personne, ça veut dire que ça peut être une personne physique normale, comme vous et moi, mais il peut s'agir... Des organisations de la société civile. Comme des organisations de la société civile qui ont inscrit dans leur statut de défendre l'intérêt collectif, et c'est notre cas. Donc, on ne peut pas nous dénier aujourd'hui la qualité et l'intérêt à pouvoir porter une action devant les cours et tribunaux pour pouvoir défendre l'intérêt collectif des générations présentes et des générations à venir. Alors, on va passer aux dispositions légales avant de conclure très rapidement, mais j'aimerais vous poser une petite question sur le Parlement congolais. Qu'est-ce que ce Parlement a fait jusque-là depuis que vous, les organisations de la société civile, vous criez à la violation de la loi? Est-ce que vous avez contacté le Parlement? En peu de mots, quelle a été la réaction? Alors, il faut d'abord dire qu'il nous faut plutôt avoir des rapports institutionnels de collaboration
entre la société civile environnementale et les deux chambres du Parlement à travers leurs commissions respectives qui s'occupent de l'environnement et ressources naturelles. Parce que chaque fois que nous avons fait des correspondances et qu'on les a mis en copie, les présidents des deux chambres, nous n'avons jamais reçu des réponses, ni d'accusés de réception, ni nous appeler pour pouvoir avoir une discussion, parce que c'est des questions qui peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une plénière pour pouvoir entendre un ministre sur des faits avérés. Nous rassemblons les preuves, nous, au niveau de la société civile, nous faisons les premières analyses qui démontrent que tel ministre n'a pas honoré ses engagements en tant que ministre, ses obligations en tant que ministre. Et le Parlement en tant qu'organe de contrôle est appelé à interpeller et même à sanctionner un ministre. C'est-à-dire que nous allons devant le Conseil d'État pour obtenir l'annulation, mais eux, ils peuvent directement obtenir à travers une motion de censure le départ d'un ministre. Et qu'en est-il de la présidence? Est-ce qu'il y a une réaction Pareillement, je suivais dans les réseaux sociaux un journaliste le dire que le président est mal entouré. Je ne connais pas le fondement de son affirmation, mais nous sommes quand même surpris un peu de voir que même quand on écrit à la présidence, à la primature, ils sont parfois directement copiés ou à la limite parfois certaines lettres on adresse, mais on n'a jamais reçu de suite. Je veux quand même ici, peut-être, il est sous les projecteurs aujourd'hui, le Premier ministre honoraire, Matata Ponyo. Lui, quand il était là, c'est le seul vraiment qui réagissait à des correspondances. Quand il est en copie, très vite, une semaine après, vous avez une réaction. Je ne suis pas en train de couvrir ce dont il est accusé aujourd'hui, mais je parle de la manière dont il a administré le cabinet. Voilà, chaque fois qu'il recevait, qu'il soit ici au Japon ou en France, nous étions surpris de voir qu'il y avait une réaction. Voilà. Alors, parce que le temps nous presse, on ne va pas aller dans ces détails-là. Je voulais qu'on dise un mot sur les dispositions légales. On parle de la faiblesse du Code forestier. On sait qu'il ne dispose d'aucune sanction directe à un ministre qui viole cette loi. Le Code forestier, au fait, nous étions, lorsqu'on a été scandalisés par tous ces actes irréguliers, à un certain moment, au-delà de l'action du contentieux d'annulation à travers le Conseil d'État, on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas utiliser les infractions prévues dans le Code forestier pour pouvoir mobiliser le parquet près la Cour de cassation pour pouvoir poursuivre le ministre pour une infraction forestière quelconque. Mais alors, la surprise a été que le Code forestier, dans toutes les incriminations qu'il a consacrées, ne frappe que les exploitants forestiers. Toutes les infractions, c'est à charge des exploitants. Et je pense que c'est une mauvaise politique forestière, en tout cas, de ne cibler que les exploitants, parce qu'un exploitant peut avoir été encouragé par l'administration, où certaines infractions ne peuvent se commettre qu'avec la participation soit du ministre, soit du secrétaire général, soit d'un directeur ou d'un n'importe quel autre agent de l'administration. Je pense qu'il est de bonne politique criminelle que non seulement les exploitants du secteur soient visés pour être sanctionnés pénalement, mais qu'également un ministre qui ne respecte pas des conditions impératives qui sont imposées par notre système, qu'il réponde aussi pénalement de ces actes, qu'un agent de l'administration qui s'est compromis par rapport à des dispositions impératives de notre système, qu'il réponde également pénalement en tant qu'un délinquant qui a violé le code forestier et qui s'est compromis avec une infraction forestière. Je pense que maintenant qu'il y a une perspective de réforme, il y a dans le cadre du programme PGDF, il est prévu d'adopter une nouvelle politique forestière que nous n'avons pas, il y a une loi en élaboration et de faire une révision du code forestier. Nous sommes porteurs d'un plaidoyer pour que vous avez on intérêt, puisse améliorer Maître Augustin voilà, le régime répressif
pour viser toute personne, quel que soit son rang, quel que soit qu'il soit investi ou non d'une parcelle d'autorité publique, soit également frappé pénalement quand il contrevient aux dispositions du Code forestier. On va conclure, parce que le temps est presque fini. Votre démarche vise quoi exactement et comment entendez-vous atteindre ou obtenir ces résultats? Notre démarche, c'est la restauration de la légalité dans ce pays. Nous voulons que toute personne qui est investie d'une mission d'intérêt général, d'une mission pour administrer un secteur, qui soit aussi soumis à l'autorité de la loi autant que toute personne. Donc, nous visons le renforcement de la légalité. Nous visons que les actes illégaux qui ont été posés soient annulés, dans le cas d'espèce par le Conseil d'État, mais nous interpellons également Son Excellence Madame la Vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il y a des actes qu'elle peut prendre et qui peuvent rassurer tout le monde aujourd'hui. C'est notamment parce qu'il en a le pouvoir aujourd'hui à travers le principe de parallélisme des formes. Il peut retirer tout simplement tous ces contrats illégaux qui ont été pris et dont elle est déjà informée aujourd'hui à travers notre recours. Elle peut les retirer. Nous visons également de porter un plaidoyer, comme je viens de le dire, pour pouvoir améliorer notre régime répressif en matière forestière pour qu'il y ait également des incriminations qui visent les autorités publiques, les agents de l'administration publique qui contreviennent aux dispositions impératives du Code forestier, que ces faits soient aussi incriminés par le Code pénal dans le cadre, le Code, oui, on peut le dire comme ça, c'est le droit pénal particulier, mais du secteur forestier, qui puisse incriminer toutes ces personnes. Donc voilà, c'est le sens de notre combat. Et le message que je peux transmettre, c'est de ne pas baisser la garde, de continuer à faire ce travail de vigilance citoyenne. Je pense que les autres nations se sont transformées à cause de la vigilance des citoyens ordinaires comme nous. Ce n'est pas forcément à cause de l'action des partis politiques. J'ai lu un ouvrage très intéressant sur les États-Unis qui montre que ce sont des citoyens ordinaires qui ont utilisé des voies de recours qui étaient à leur portée, qui au fur et à mesure ont amélioré le système politique, le système administratif de façon globale. Et ce que nous visons, nous, en tant que des citoyens ordinaires, nous ne sommes pas dans la sphère décisionnelle, même si par moment on est appelé à être associé dans la décision. Mais votre action compte. Voilà, notre action, notre voix devrait compter et nous allons intensifier ce type d'action tant qu'il y aura de l'illégalité, tant qu'il y aura des irrégularités dans la gouvernance, du moins dans le secteur où nous intervenons. Nous ne raterons pas l'occasion de montrer les écarts pour pouvoir porter tout le monde à la responsabilité. Merci beaucoup, Maître Augustin, d'avoir répondu à notre invitation. C'est une première fois, mais ce ne sera pas la dernière parce que Environnement et Droit a besoin de spécialistes comme vous pour expliquer ces questions juridico-légales à nos téléspectateurs. Vous êtes déjà le bienvenu pour la prochaine émission. Voilà. Fidèles téléspectateurs, nous vous remercions à vous aussi pour avoir pris de votre temps pour suivre Environnement et Droit. Aujourd'hui, nous avons parlé des concessions forestières attribuées à l'entreprise TradeLink. En quoi cette attribution énerve-t-elle la loi congolaise? Vous venez de suivre avec notre spécialiste du droit de l'environnement, Maître Augustin Poyi. La loi n'a pas été respectée. Plus d'1,3 million hectares ou près d'1,4 million hectares de forêts attribuées à une seule entreprise. J'ai lu la disposition légale ici. Une seule personne ou un seul opérateur ne peut obtenir que 500 000 hectares. Vous savez estimer l'écart entre 500 000 et 1,4 million. Donc vous comprendrez qu'il y a de quoi s'insurger comme sont en train de le faire toutes les ONG, tant nationales qu'internationales, pour que la loi soit respectée. Et la balle est dans le camp de l'actuelle ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba, mais également du Parlement et de la Présidence de la République. Pourquoi du Premier ministre? Merci à Alfred de Prince Toumba, coordinateur de l'émission. Merci à l'équipe technique qui a pris les images et le son. Merci encore une fois à vous. Nous nous retrouvons très prochainement. Merci, au revoir.